ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission Bonjour chez vous. C'est votre rendez-vous quotidien avec toutes les informations qui vous concernent, l'essentiel de l'actualité politique et parlementaire et puis des reportages en région pour une information de proximité en partenariat avec la presse quotidienne régionale, les télévisions locales et les indés radios. C'est parti pour 90 minutes. Voici le programme. Dernière semaine avant le premier tour des élections municipales et les maires ont toujours la cote auprès des Français. On parlera de cette relation de proximité avec le sondeur du jour, Frédéric Michaud de l'Institut Opinionway. À 8h, l'invité politique, c'est Éric Woerth, le député Les Républicains de l'Oise et président de la Commission des finances de l'Assemblée nationale. Et puis notre tour de France des élections municipales avec aujourd'hui un reportage à Bordeaux où la succession d'Alain Juppé s'annonce compliquée pour la droite bordelaise. Et enfin le club des municipales avec notre bande de journalistes qui décryptent les derniers épisodes de la campagne. Et on parlera du meeting de Rachida Dati hier soir à Paris en présence d'un soutien de Marc Nicolas Sarkozy. Mais avant cela, les principaux titres de ce mardi 10 mars. Le coronavirus continue de se propager en France. Au moins 25 personnes sont décédées pour le moment. 1412 cas ont été recensés, dont le ministre de la Culture, Franck Riester. Il a été testé positif, mais il va bien. La crise mondiale qui se poursuit autour de ce virus. Hier soir, c'est toute l'Italie qui a été placée en quarantaine. Et puis, un lundi noir sur les places financières. Wall Street a connu sa pire séance depuis la crise financière de 2008. Et dernier jour du procès Fillon autour de l'emploi de sa compagne Pénélope Fillon à l'Assemblée nationale. Concernant des erreurs de déclaration, eh bien, l'ancien Premier ministre a, je cite, plaidé pour une erreur honnête. On commence avec le sondeur du jour. Il est directeur du département opinion et politique de l'Institut Opinionway. Bonjour Frédéric Michaud. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. Alors on va parler d'un sondage que vous avez réalisé pour Public Sénat et La Tribune. Un sondage sur les Français et leurs maires à l'approche des élections municipales. Et le premier enseignement de ce sondage, c'est le sentiment de proximité. Les Français considèrent que le maire est celui qui comprend le mieux les citoyens pour 68% des sondés dans cette étude. Oui, absolument. Alors, ce n'est pas une nouveauté, c'est un résultat classique dans les études d'opinion, mais c'est un résultat qui est à nouveau mesuré dans le cadre de cette élection municipale. On voit bien qu'en réalité, en France, il y a deux types d'élus. Il y a d'un côté les maires qui bénéficient d'une très bonne image en raison notamment de la proximité, mais aussi du travail qui est accompli sur le terrain. Image très positive, jugement sur le travail accompli, lui aussi très favorable. Et puis de l'autre côté, il y a tout le reste des autres élus qui, eux, font l'objet d'une défiance, d'une méfiance, d'une suspicion même extrêmement forte. Donc on a bien ces deux types d'élus et les maires sont les seuls à pouvoir tirer leur épingle du jeu. Et pourtant, on dit souvent que les maires sont à portée d'engueulade, en première ligne quand il y a des problèmes locaux, mais ça ne nuit pas à leur popularité. Non, ça ne nuit pas précisément parce que ce sont des élus de terrain. Alors même si parfois ils peuvent justement être l'objet d'une forme de colère, ils sont sur le terrain, ils sont présents, on sait à qui s'adresser, ils incarnent véritablement la fonction. C'est peut-être pas le cas pour d'autres élus qui apparaissent plus lointains. Alors quand on regarde précisément les chiffres, eh bien, cette cote de popularité, en 6 mois, elle a baissé de 10 points. Elle est passée de 78 à 68%. Comment on explique cette chute ? Alors on l'explique sans doute par un effet qui est lié à la campagne électorale. Vous avez ce qui a été mesuré il y a quelques mois, c'était l'image des maires d'une manière générale. Depuis quelques semaines, la campagne électorale se déroule et on ne perçoit plus la fonction, mais on perçoit les personnes qui incarnent cette fonction avec éventuellement ceux qui peuvent succéder ou remplacer le maire en place. Tout ça crée ce petit affaiblissement dont vous parlez, mais tout de même, 68% des Français qui ont une bonne image des maires, c'est un résultat exceptionnel. Mais ça reste quand même un socle important. Alors, est-ce qu'on se dirige dans ces élections municipales vers, d'une manière générale, une prime aux maires sortants ? Oui, absolument. C'est quelque chose qui est très bien démontré dans l'ensemble des études d'opinion, précisément parce que le jugement sur le travail qui a été accompli au cours du mandat écoulé
est très bon. Les maires ont bien travaillé selon leurs administrés. Et puis généralement, on sait qu'il y a une prime traditionnelle aux sortants. L'exercice du travail municipal, c'est un exercice qui se déroule sur la longue durée, et souvent, quand des projets sont mis en place, déployés au niveau municipal, un mandat n'est pas suffisant. Donc les citoyens ont tendance à accorder plus facilement un deuxième mandat, voire un troisième mandat au maire en place pour qu'ils puissent mettre en œuvre leurs projets. Donc les citoyens veulent s'inscrire localement dans la durée. C'est pas comme sur le terrain national ? Non, on n'observe pas du tout la tendance au dégagisme. C'est d'ailleurs une autre spécificité des élections municipales. Alors, il faut attendre évidemment les résultats de dimanche, mais a priori, ce que les études annoncent, c'est plutôt une reconduction de la plupart des maires sortants. Alors, ce qui ressort également dans ce sondage, c'est le poids des enjeux nationaux dans l'élection municipale. 54% des personnes interrogées estiment que la situation nationale va compter dans leur vote. C'est étonnant parce qu'on dit souvent que l'élection municipale, c'est avant tout une élection locale. Oui, c'est une élection locale. Alors 54%, c'est un chiffre qui est majoritaire, mais ce n'est pas une majorité débordante. Ce sont évidemment les enjeux locaux qui restent très importants au niveau municipal, mais on ne peut pas désincruster l'élection municipale d'un contexte national. Contexte qui est marqué par le coronavirus, contexte qui est marqué aussi par la contestation de la loi retraite. Et justement, sur la loi retraite, 43% des personnes interrogées estiment que cette réforme des retraites va entrer en jeu dans leur vote, c'est-à-dire qu'on peut se diriger vers un vote sanction, cette fois-ci sur La République En Marche ? Oui, il peut y avoir une partie de vote sanction, mais c'est toujours le cas pour le pouvoir politique qui est en place dans le cadre des élections intermédiaires, comme le sont les élections municipales ou les élections départementales ou régionales, par exemple. Toujours aussi une façon d'adresser un message au pouvoir national. Alors, on le voit, les enjeux nationaux sont quand même importants pour ce vote municipal, mais les candidats des différents partis politiques essayent de gommer l'étiquette de leur parti. Comment on l'explique ? Oui, alors ça aussi, c'est un phénomène qui est apparu il y a plusieurs années. Ce n'est pas la première élection municipale dans laquelle nous observons ce type de volonté de masquer un petit peu son appartenance politique. Alors on l'explique de plusieurs manières. D'abord, les grands partis politiques pâtissent d'une forme de discrédit au niveau national. On l'a bien vu en 2017 avec justement ce mouvement de dégagisme dont nous parlions. Et puis le deuxième élément, c'est cette volonté pour les candidats de s'inscrire au niveau local, dans l'action locale, au service des citoyens, et donc d'effacer tout ce qui pourrait relever d'une appartenance partisane. Et de se montrer plus rassembleur. Alors on va maintenant parler des principales préoccupations des citoyens par rapport à leur maire. Et c'est la sécurité qui arrive en tête pour 39% des personnes interrogées. Là encore, on a l'impression que ce n'est pas vraiment nouveau. Non, ce n'est pas une nouveauté. C'était déjà le cas, souvenez-vous, il y a une vingtaine d'années, lors des élections municipales de 2001, qui avaient permis à la droite, à l'époque au RPR et à l'UDF, de reconquérir toute une série de villes. La sécurité, c'est un enjeu local extrêmement fort, mais il y en a d'autres. La question de la propreté, la question des finances locales. Je dirais qu'on est là face à une myriade d'enjeux qui vont entrer en compte dans le vote des électeurs dimanche. Et on parle beaucoup d'écologie dans cette campagne. Les candidats écologistes, on le voit en poupe dans les sondages, mais on ne voit pas trop dans cette étude l'écologie ressortir dans les principales préoccupations. Il y a un petit peu les espaces verts, mais pas trop l'écologie. Non, pas trop l'écologie. Alors, parce que c'est un sondage qui est réalisé au niveau national, on sait aussi que l'écologie est davantage une priorité pour les personnes qui habitent dans les grandes métropoles, dans les grandes villes. Évidemment, la France étant un pays composé en grande partie de communes rurales, c'est un enjeu qui est un peu lissé au niveau national, mais dans les grandes villes, cette question des espaces verts, cette question de l'environnement est un enjeu qui s'est affirmé au cours des dernières années. Donc ça veut dire que dans les territoires plus ruraux, on est moins préoccupé par l'écologie ? C'est-à-dire, on n'est pas moins préoccupé d'une manière générale, mais c'est un enjeu qui va compter moins que d'autres enjeux. Il y a également la question du maintien des services publics. On en avait parlé par exemple l'année dernière pendant la crise des Gilets jaunes. Ça, c'est une préoccupation également importante au niveau local. Oui, c'est une préoccupation très très forte. Alors là, pour le coup, c'est une vraie préoccupation dans les territoires ruraux.
avec une fonction très importante pour ces services publics de maintien du lien social, de maintien aussi de l'activité économique dans ces territoires. Et puis les citoyens sont forcément préoccupés par la question budgétaire, par l'argent et par la baisse des impôts locaux. Mais finalement, il y a eu quand même la suppression de la taxe d'habitation qui va se décliner progressivement. Mais ils veulent quand même que les impôts locaux baissent. Oui, la question des finances locales, c'est toujours une question très importante pour les électeurs au moment du vote, lors des élections municipales. La baisse de la taxe d'habitation, ou la suppression de la taxe d'habitation pour une grande partie de la majorité de la population, n'a pas été forcément constatée par l'ensemble des électeurs. Néanmoins, cette préoccupation reste très très forte dans l'électorat. D'accord, une préoccupation qui est quand même forte. On a parlé des enjeux nationaux sur ce scrutin. Est-ce que vous pensez que la crise du coronavirus peut avoir un impact sur l'élection dimanche ? C'est très difficile de le mesurer. Le premier impact auquel on pense, c'est un impact sur la participation. Ça pourrait pousser l'abstention, en tout cas être un prétexte pour ceux qui ont d'ores et déjà l'intention de s'abstenir. C'est difficile de le mesurer, d'abord parce que l'abstention, c'est toujours la grande difficulté technique pour les sondeurs. On sait que c'est un mouvement d'humeur en grande partie. Et puis ensuite, parce que la situation évolue très rapidement, ce que nous mesurons aujourd'hui ne sera peut-être pas la réalité du comportement électoral dimanche. Mais pour l'instant, dans les mesures actuelles, on sait qu'à peu près un tiers des Français ne souhaitent pas aller voter dimanche à cause du coronavirus. Ça va quand même avoir un impact fort sur ce scrutin. Ça peut avoir un impact fort. Alors parmi ceux-là, il y a, comme je le disais, toute une série d'abstentionnistes qui peuvent se saisir de ce prétexte du coronavirus pour justifier un comportement qui reste encore perçu comme un comportement incivique. Et donc avec toutes les difficultés pour assumer ce type de comportement dans le cadre d'une enquête d'opinion. Mais on voit aussi dans les études que ceux qui se déclarent le plus inquiets à l'idée de se rendre dans le bureau de vote, ce sont les plus jeunes, donc ceux qui sont encore le plus éloignés de l'élection. Bref, l'impact du coronavirus sur les élections municipales et sur l'abstention, sur la participation électorale, ça reste encore très très difficile de l'établir précisément. Oui, très difficile à mesurer. On va maintenant parler de la campagne municipale à Paris, puisque Rachida Dati organisait hier soir un meeting à la salle Gaveau à Paris, en présence d'un soutien de poids, l'ancien président de la République Nicolas Sarkozy. On va d'ailleurs écouter un extrait du discours de Nicolas Sarkozy. Vous imaginez mon émotion de revenir ici. La droite républicaine française, elle n'a d'avenir que si elle est populaire, que si elle est entendue par toutes les catégories sociales. Et tant de fois, la droite s'est trompée en choisissant telle ou telle catégorie. Rachida, c'est la capacité d'être entendu par la France du peuple, par la France qui travaille, par la France des usines. Frédéric Michaud, est-ce que l'engagement d'un ancien président de la République, ça peut peser, et notamment dans cette campagne parisienne ? Alors, ça dépend de l'ancien président de la République. Nicolas Sarkozy reste une figure tutélaire de la droite. C'est le dernier candidat de droite à être parvenu à conquérir l'Élysée. Ça reste une grande référence. Et ce type de soutien est de nature à resserrer l'électorat de droite derrière sa candidate. Mais disons que ça a d'abord des effets sur l'électorat naturel de la candidate Rachida Dati et pas sur l'ensemble de l'électorat parisien. Mais oui, ça dépend de l'ancien président de la République. Imaginons qu'un François Hollande vienne faire un meeting avec Anne Hidalgo. Est-ce que ça pourrait porter un effet positif ? Alors c'est difficile de le mesurer, mais même si l'ancien président de la République, depuis qu'il a quitté l'Élysée, a vu son image se rétablir progressivement, elle reste encore assez mitigée dans l'opinion. D'ailleurs, on voit bien que la candidate Anne Hidalgo n'a pas sollicité son soutien officiellement en tout cas. Alors, on l'a entendu dans les mots de Nicolas Sarkozy, il a beaucoup insisté sur la droite proche du peuple, proche des classes populaires. Est-ce que Rachida Dati incarne cet électorat populaire à Paris ?
Alors, nous le saurons dimanche, quand nous regarderons la composition de son électorat. Le fait de bénéficier des soutiens des catégories populaires, c'est-à-dire des employés et des ouvriers, avait été l'une des composantes de la victoire électorale de Nicolas Sarkozy en 2007. Cette capacité précisément à agréger des catégories populaires et puis des catégories plus aisées, les cadres, les professions intermédiaires. Et on voit bien que depuis plusieurs années, la droite s'est coupée de ces catégories populaires qui en grande partie se sont déplacées soit vers le Rassemblement national, soit vers l'abstention. Il y a là sans doute la clé d'une reconquête électorale pour la droite. Donc l'enjeu, c'est ça, c'est d'aller chercher les classes populaires, notamment en 2022 ? Absolument. D'ores et déjà, dès l'élection municipale de 2020, dans les différents scrutins qui vont se succéder jusqu'à l'élection présidentielle, et puis évidemment en 2022. C'est également le cas du Parti socialiste qui s'est coupé ces dernières années de cet électorat des classes populaires. Oui, d'une certaine manière, c'est également la même problématique à laquelle est confronté le Parti socialiste, avec là des catégories populaires qui l'ont délaissé au profit de la France insoumise notamment. Revenons sur Nicolas Sarkozy. Est-ce que son engagement dans la campagne, on l'a vu à Paris, on l'a vu dans des tractations notamment à Marseille, à Nice, est-ce que ça peut ressouder les divisions dans une famille politique comme les Républicains ? C'est précisément le rôle qu'il cherche à jouer ce rôle d'unificateur de la famille de droite. Ça peut avoir des effets très positifs. Alors peut-être moins pour Rachida Dati, qui est une personnalité connue, dont la fidélité sarkozyste est elle aussi notoire. Mais pour des candidats avec une notoriété plus faible, qui n'ont pas exercé des responsabilités de premier plan, le fait d'être soutenu par un ancien président de la République, c'est un transfert de légitimité qui est extrêmement positif et puis qui donne de la force à une campagne électorale au niveau local. On parlait tout à l'heure de dégagisme. Est-ce qu'il n'y a pas aujourd'hui quand même une demande des électeurs d'avoir des nouveaux visages dans les partis politiques ? C'est vrai. C'est peut-être moins vrai que ce qu'on a pu mesurer il y a 2 ans, en 2017, où à l'époque, vous vous souvenez, il y avait une forte attente de renouvellement du personnel politique qui a eu lieu. Et depuis, on se rend compte que l'expérience politique, c'est aussi un facteur très important dans la conduite de l'action politique. Donc je dirais que cette attente de renouvellement, même si elle persiste sans doute, elle est plus tempérée que ce que nous avions pu observer en 2017. Donc une demande moindre de renouvellement, oui. C'est dû un peu à l'échec finalement du Nouveau Monde. C'est dû en partie à l'échec du Nouveau Monde, c'est dû aussi à la spécificité des élections municipales. On a vu tout à l'heure cet attachement au maire sortant qui fait qu'on a peut-être moins envie de voter pour des figures inconnues ou sans expérience politique. Et on le voit par exemple à Bordeaux, de son temps, Alain Juppé était souvent élu au premier tour. C'était vraiment le fief de la droite à Bordeaux. Mais son successeur, Nicolas Florian, il a du mal dans les sondages, il a du mal à imprimer auprès des électeurs. Oui, alors c'est pas la même équation personnelle qu'Alain Juppé, ancien Premier ministre, ancien ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, ministre de la Défense, qui a été président de l'UMP. C'est vraiment lui aussi une figure majeure, un pilier de la droite. Il n'y a pas évidemment la même équation personnelle, ni la même notoriété entre les deux candidats. Et puis, il peut y avoir aussi un effet d'usure du pouvoir. La droite dirige Bordeaux depuis maintenant plusieurs décennies. Allez, on va voir ce qu'il se passe et ce qu'il se lit dans nos quotidiens régionaux. C'est la revue de presse avec Quentin Calmet. Bonjour Quentin. Bonjour Alexandre, bonjour Frédéric Michaud. Bonjour. Alors on commence avec le journal basé à Dijon, Le Bien Public. Oui, regardez le quotidien de la Côte d'Or qui évoque les forces en présence en une. Je vais zoomer pour qu'on voit effectivement ce carré sur les forces en présence à Dijon et dans la métropole. Vous le voyez, c'est ici, car effectivement la métropole, il y a une carte de l'intérieur du journal, ça va vous plaire puisque vous êtes sondeur. Il y a une carte avec ces 23 communes de la métropole dijonnaise où on voit par exemple les endroits où le maire sortant ne se représente pas.
ou encore les endroits où il y a le plus de listes, et sans surprise, hein, c'est la ville même de Dijon qui compte 9 listes, qui comporte le plus de candidats. Et on voit également la question de la féminisation du scrutin, puisque cette carte présente aussi le nombre de candidates et de têtes de liste féminines. On le voit, c'est un enjeu important à la féminisation, car on ne compte que 17,6% de femmes qui sont maires en France. C'est un enjeu important, c'est pas un enjeu neuf, hein. La loi sur la parité, ça a plus d'une vingtaine d'années, mais on voit cette difficulté persistante à équilibrer les listes avec des vraies difficultés, hein, au niveau local à composer des listes paritaires. Ouais. Allez, on va maintenant passer au Midi Libre avec une sur la dernière chance pour convaincre. Oui, dernière chance pour convaincre, c'est le débat qui se tenait hier entre les candidats pour Montpellier. Le journal basé effectivement à Montpellier qui a invité 9 des 14 candidats. On voit par exemple les 2 candidates qui font la guerre pour l'étiquette ELV, où on voit le maire sortant Patrick Sorel ou le candidat socialiste ici. Et effectivement beaucoup de questions autour de l'urbanisme. Et effectivement, on a entendu aussi beaucoup de fois le nom de Georges Frêche qui a été mentionné dans cette ville. Les moments forts de ce débat sont à revoir sur lemidilibre.fr. Allez, on termine avec la dépêche du midi. Les derniers meetings de campagne sont annulés. C'est à la une de la dépêche. Exactement, on voit le coronavirus qui s'invite à la une de beaucoup de titres de la presse quotidienne régionale, comme depuis la semaine dernière à de nombreuses reprises. Une première historique, nous dit même le journal, basé à Toulouse, avec des meetings de campagne annulés et d'ailleurs des solutions alternatives qui sont trouvées par les candidats, comme des meetings sur Facebook avec des interactions avec les internautes. Mais donc des meetings annulés, tout comme le carnaval de Toulouse ou encore les concerts de Christophe Maé ou de M. Je l'ai appris aujourd'hui en lisant la dépêche. Ah mince, c'est vraiment dommage, l'annulation du concert de Christophe Maé. Merci beaucoup Quentin. Frédéric Michaud, est-ce que ces annulations de meetings dans la dernière ligne droite des élections municipales, alors que beaucoup d'électeurs sont quand même indécis, est-ce que ça peut jouer sur le scrutin ? C'est jamais une bonne chose, parce que les meetings, c'est l'un des canaux privilégiés de diffusion de l'information électorale. Par conséquent, c'est l'une des sources qui sont utilisées par les électeurs pour forger leur décision électorale. Donc, le fait d'annuler ces meetings, même si on peut espérer un petit report sur Internet ou sur les réseaux sociaux, c'est plutôt une mauvaise nouvelle. Allez, comme chaque jour, on se rend à la rencontre de la presse quotidienne régionale. Aujourd'hui, direction la rédaction du Dauphiné Libéré à Annecy pour retrouver Sébastien Colson, journaliste au Dauphiné. Bonjour Sébastien. Bonjour. Alors, aujourd'hui, votre journal s'intéresse à la crise migratoire actuelle. On en parle un peu moins, forcément pour cause de coronavirus. Et vous réalisez un reportage en Albanie. Oui, effectivement, je me suis rendu en Albanie, donc c'est un pays que je connais bien, parce que l'Albanie, c'est un pays qui est assez emblématique de ces Balkans, qui se vident de leur population, donc c'est un phénomène migratoire qui est assez important. Alors pas tellement pour la France, même si les Albanais sont les deuxièmes demandeurs d'asile en France après les Afghans, mais numériquement ça représente 8000 personnes à peu près, plus des permis de travail. Par contre, après, pour les gens sur place, pour le pays sur place, c'est vraiment une énorme perte de population et de substances vives. D'accord. Alors pourquoi les Albanais continuent d'émigrer en masse alors que ce pays connaît quand même un certain développement ? En fait, ce sont des problèmes avant tout économiques. L'économie albanaise s'est effondrée après la chute du communisme au début des années 90. Toute l'industrie lourde a disparu, toute l'industrie a complètement disparu du pays. Et en fait, la transition économique dure encore aujourd'hui, 30 ans après. Donc, en fait, il y a beaucoup de jeunes qui sont qualifiés, qui ont des diplômes, mais qui n'ont pas forcément les emplois auxquels ils pourraient prétendre. Les salaires restent très faibles et l'Albanie reste un des pays les plus pauvres d'Europe encore aujourd'hui. Mais ces problèmes économiques n'expliquent pas totalement ces départs. Non, parce qu'effectivement, comme vous le disiez, il y a un certain développement qui se fait jour aujourd'hui avec une industrie touristique qui est en train d'émerger, avec des centres d'appel. Enfin voilà, il y a quelques secteurs économiques qui se développent. Mais en fait, ce que dit Jean-Arnaud Derins, qui est rédacteur en chef du Courrier des Balkans, qui travaille depuis très longtemps sur tous ces sujets, c'est que les gens des Balkans connaissent aussi une insécurité physique, plutôt politique, juridique, sociale, et que c'est aussi ça qui fait partir les gens. Merci beaucoup. C'est-à-dire que dans les Balkans, en fait, il y a une mémoire qui est assez traumatique de tous les événements qui sont passés, de toute l'histoire compliquée de ces endroits-là.
Donc ça peut être la guerre en ex-Yougoslavie. Sur l'Albanie, c'est la période du communisme. C'est la transition qui a été très douloureuse. Donc cette mémoire-là est très présente. Et c'est vrai que les gens émigrent à l'Ouest aussi pour se prémunir contre les aléas de cette histoire compliquée. Merci Sébastien. Alors on va parler également de la campagne municipale à Annecy. Comment ça se passe ? La campagne municipale à Annecy, c'est une campagne municipale qui est très intéressante parce que pour la première fois de l'histoire, Annecy fait 130 000 habitants. La dernière campagne annécienne se passait avec 52 000 habitants, mais il y a eu une fusion de communes entre-temps. Donc du coup, on n'a pas du tout de référence sur cette ville nouvelle d'Annecy, ce grand Annecy. Donc c'est intéressant. C'est intéressant aussi parce qu'il y a eu un schisme à La République En Marche. Donc le maire sortant, qui s'appelle Jean-Luc Rigaud, a eu l'investiture La République En Marche, mais d'un autre côté, il y a eu aussi la députée de la circonscription qui s'appelle Frédéric Lardet, qui briguait cette investiture, et donc qui ne l'a pas eu, mais qui décide quand même de se présenter. Donc il y a une sorte de duel un peu fratricide à l'intérieur de La République En Marche, et puis il y a aussi un total de 7 listes, donc ce qui fait beaucoup. Et à Annecy, la sensibilité environnementale est très très forte. Donc il y a aussi une liste de gauche qui est soutenue par Yannick Jadot, qui est menée par François Astorg, qui peut éventuellement prétendre à la victoire. Donc c'est une campagne qui est relativement intéressante, surtout qu'Annecy, c'est une ville qui a été très stable politiquement pendant quasiment 60 ans, donc une ville du centre droit. Il n'y a eu que 4 maires en 60 ans. Donc là, pour la première fois, en fait, il y a des choses qui sont vraiment inédites et des choses qui se passent dans cette campagne. Merci beaucoup Sébastien Duplex d'Annecy, de la rédaction du Dauphiné Libéré. On va voir la une du Dauphiné Libéré aujourd'hui sur ces élections municipales avec un scrutin qui est passé à la loupe. Merci Sébastien. Et on va continuer notre tour de France des élections municipales et on se dirige en Normandie, à Saint-Lô, retrouver Thibaut Deslandes de la rédaction de la radio Tendance Ouest. On va parler des municipales à Cherbourg. Mais d'abord, parlons de Cherbourg. Cherbourg, c'est une commune nouvelle. Oui, effectivement, Alexandre, en 2014, ça s'appelait Cherbourg-Octeville. C'était le fief, souvenez-vous, de l'ancien Premier ministre Bernard Cazeneuve, un fief que Bernard Cazeneuve avait transmis à Jean-Michel Houllegatte, quelqu'un qu'on connaît bien chez vous sur Public Sénat, puisqu'il est sénateur. Du coup, il est touché par le non-cumul des mandats. Et c'est donc Benoît Rivet qui avait été propulsé sur le siège de maire et qui avait orchestré le mariage des communes voisines avec Cherbourg-Octeville. Les cœurs de ville, Tour-la-Ville, Querqueville sont désormais réunis sous l'appellation Cherbourg en Cotentin. On passe donc d'une ville de 35 000 habitants à une ville de 80 000 habitants. Et au-delà de tous les aspects économiques, sociaux, c'est aussi un joli coup politique. Pourquoi c'est un joli coup politique ? Tout simplement parce que Cherbourg-Octeville est une ville de gauche qui pouvait régulièrement passer à droite au gré de l'histoire, ce qui n'est absolument pas le cas ni des cœurs de ville ni de Tour-la-Ville, qui représentent environ un tiers de la population de Cherbourg-en-Cotentin. Et ces deux cités sont des cités ouvrières, des cités populaires qui ont toujours, depuis plus d'un siècle, voté à gauche. Le maire sortant est à la tête d'une des 4 listes. Oui, Benoît Rivet, il a construit cette commune nouvelle, il sait qu'il peut être réélu, du coup, il a décidé d'y retourner. Et dans un sondage paru chez nos confrères, l'hebdomadaire de la Manche Libre la semaine dernière, il est crédité de plus de 40% des suffrages. C'est donc une autoroute pour Benoît Rivet et c'est un joli score s'il arrive à le réaliser, ce score de plus de 40% au premier tour, parce que face à lui, il a du monde. Il a d'abord David Margueritte, le vice-président du conseil régional de Normandie. David Margueritte ancré à droite sur le paysage politique français. David Margueritte qui avait bien failli faire basculer Cherbourg-Octeville en 2014. Il a Sonia Crimi, on la connaît pas vraiment dans les couloirs du Palais du Luxembourg. En revanche, croyez-moi, on la connaît bien dans les couloirs du Palais Bourbon de l'Assemblée nationale, la députée de La République En Marche, qui était inconnue en 2014, qui s'est présentée aux législatives en 2017 et qui a réussi son coup. Cette fois-ci, elle est bien installée dans le paysage politique local et elle a bien l'intention, Sonia Crimi, tout simplement de s'imposer dans cette élection. Et puis le quatrième homme, il a du mal à exister dans cette campagne, mais il est là, c'est Barzine Vial-Boniadi. Il a réussi à réunir ensemble Génération, les Insoumis et Europe et Écologie Les Verts, et c'est le quatrième homme.
Merci beaucoup Thibaut Deslandes en direct de Saint-Lô pour la rédaction de Tendance Ouest. Merci beaucoup Frédéric Michaud d'avoir été notre invité ce matin. Dans 2 minutes à votre place, c'est l'heure de l'invité politique. Aujourd'hui, c'est Éric Woerth, député Les Républicains de l'Oise et président de la Commission des finances de l'Assemblée nationale. Avant cela, on va voir un extrait de notre émission politique, audition publique, émission hier soir avec comme invité le patron des députés MoDem, Patrick Mignola. Il a défendu la réforme des retraites, mais il a quand même concédé que cette réforme avait été mal expliquée. Regardez. Comment expliquez-vous qu'il y a 1 an, les Français, ils étaient plutôt favorables au régime à points, ils étaient favorables à la suppression des régimes spéciaux, puis aujourd'hui, les voilà vent debout contre la réforme. Qu'est-ce que vous avez quand même raté ? Alors, je pense qu'on a raté l'entrée en matière et surtout, on a raté l'occasion de dire des choses simples. Quand vous dites on, vous dites qui ? Je veux dire, c'est le Parlement, en l'occurrence, parce que oui, moi, je ne peux m'exprimer qu'au nom de la majorité. D'accord. Le gouvernement... Au fond, qu'est-ce qu'on faisait ? Je veux dire, on prenait le système par répartition, on le solidifiait en faisant un régime par points, et on réparait les plus grandes injustices qui s'étaient fait jour. Et d'ailleurs, quand on discute avec les Français, et même dans les sondages, on le retrouve, quand on leur dit est-ce qu'ils sont favorables à la suppression des régimes spéciaux ? Ils y sont favorables. S'ils sont favorables à 1 000 € minimum de retraite pour les agriculteurs, les commerçants, les indépendants, ils y sont favorables. Est-ce qu'ils sont favorables à ce qu'on ait des droits familiaux supplémentaires pour le premier enfant, pour le deuxième enfant ? Ils y sont favorables. En fait, quand on prend la mise en place de la pénibilité sur les retraites, ce que personne n'avait fait auparavant de façon réussie, objective, opérationnelle. Eh ben, sur chaque sujet, en fait, les Français sont d'accord, mais sur l'ensemble, forcément, les vous avez raté quelque chose. Et donc, forcément, on a raté quelque chose. C'est-à-dire, vous disiez 6 mois devant nous. Non, mais vous disiez tout à l'heure, mieux. vous avez raté l'entrée en matière. Oui. C'est-à-dire, mais précisément. C'est-à-dire que sur une réforme du système de retraite, je pense que ce qu'on a raté, c'est qu'on n'a pas dit suffisamment ce qu'était le système d'aujourd'hui. Parce que souvent, les Français refusent cette réforme des retraites parce qu'ils disent mais regardez la situation des femmes, regardez la situation des agriculteurs. Mais vous croyez que les Français ne savent pas ce que c'est que les retraites aujourd'hui ? Ah ben, alors, amenez-moi un Français qui connaît sa situation actuelle. Vous m'amenez quelqu'un de mon âge, 48 ans, on peut aller consulter qui peut dire très exactement ce qui lui arrivera à la retraite. Tout le monde. En fait, aujourd'hui, sur retraite.fr, il est en très grande difficulté pour reconstituer sa carrière, en particulier quand il y a une carrière hachée. Alors, tout le monde qui a eu une carrière linéaire avec une augmentation régulière de son salaire et qui sait qu'il ne changera pas de métier jusqu'à la fin de sa carrière, là, il peut faire la projection. Ça concerne quoi ? Ça concerne 25% de la population. Mais c'est jamais mal. Aujourd'hui, plus personne ne sait. Il y a 3 quarts de la population qui aujourd'hui ne le sait pas. Vous êtes d'accord, aujourd'hui, plus personne ne sait, même pas 25%. Mais je pense surtout que ce que nous avons raté, c'est de ne pas dire ce qui était devenu injuste dans le système. Et ce n'était pas seulement les régimes spéciaux avec les autres régimes, c'était aussi tous les angles morts qui étaient apparus dans le système de retraite, et en particulier pour certaines professions, et pour les carrières les plus compliquées. Et notre invité politique ce matin, c'est Éric Woerth, député Les Républicains de l'Oise et président de la Commission des finances de l'Assemblée nationale. Bonjour Éric Woerth. Bonjour. Alors nous sommes ensemble pendant 20 minutes pour une interview en partenariat avec la presse quotidienne régionale qui est représentée ce matin par le journal Ouest France. Avec vous, Stéphane Vernet. Bonjour Stéphane. Bonjour. Stéphane, je rappelle que vous êtes directeur de la rédaction parisienne de Ouest France. Alors on va commencer cette interview par les conséquences du coronavirus, notamment sur l'économie mondiale. Hier, lundi noir pour les places boursières. Wall Street a connu sa pire séance depuis la crise financière de 2008. On se dirige vers une nouvelle crise financière ? Je ne sais pas. En tout cas, il y aura une crise économique, puisqu'il y a un ralentissement économique qu'on appelle crise ou pas crise. Mais enfin, c'est une rupture inattendue, imprévue, pour laquelle on n'est pas vraiment préparé, avec des conséquences mondiales et après des conséquences européennes et françaises, évidemment. Alors, ça a des conséquences long terme. On voit bien, il y a beaucoup de débats aujourd'hui sur la mondialisation, sur la rupture des chaînes de valeur, sur des choses comme ça, qui étaient déjà antérieures, mais qui vont s'accélérer. Ça va probablement accélérer un certain nombre de transformations. Puis il y a des problèmes pour lundi prochain, où il y a des problèmes aujourd'hui, des problèmes de trésorerie d'entreprise. Moi, j'ai réuni dans l'Oise un certain nombre d'hôteliers, 2 fois d'ailleurs. Il y a une rupture complète de chiffre d'affaires, des gros aux petits, des petits hôtels qui fonctionnent avec des charges fixes assez lourdes et qui s'en sortent très très bien parce qu'il y a des séminaires d'entreprise. Tous les séminaires d'entreprise se sont effondrés du jour au lendemain. Arrêté du préfet disant voilà, l'Oise c'est interdit, pas de rassemblement, pas de séminaire. Donc
des centaines de milliers d'euros, des millions d'euros en cumulé sur un certain nombre d'établissements dans l'ensemble du département. Ça veut dire que ces hôtels, ils mettent en chômage partiel tout de suite, et c'est en cours. Et puis après, les problèmes de trésorerie vont devenir absolument infernaux. Donc il faut des réponses il faut des réponses partout. Il faut des réponses mondiales, il faut des réponses européennes. Le ministre Le Maire a eu raison hier de rappeler que l'Union européenne devait se mobiliser plus. Et puis il faut des réponses françaises. Il y a eu un plan présenté hier par Bruno Le Maire et par Madame Pénicaud. Très bien, ça va dans le bon sens. Ça prend des mesures classiques, mais qu'il faut faire. Il faut sans doute aller beaucoup plus loin dans les garanties en termes de trésorerie, dans la capacité à mobiliser les assurances ou les assureurs. Il y a un moment donné, entre une catastrophe naturelle, une catastrophe sanitaire, alors je sais bien que c'est pas la même chose en termes d'assurance, mais il y a peut-être à un moment donné quelque chose à faire pour partager le poids du fardeau. Sinon, c'est des entreprises qui fermeront. Chiffre d'affaires perdu, il est définitivement perdu. Il n'est pas recyclable. Alors moi, je dis ça à un moment donné où moi, j'ai toujours dit que je considérais que la France n'avait pas su rétablir ses finances publiques quand il faisait beau temps, et qu'on en avait besoin parce qu'un jour il ferait mauvais temps. Et malheureusement il commence à faire mauvais temps et la France n'a pas reconstitué de marge de manœuvre financière. Son déficit est toujours important, elle est dans une situation financière fragile, donc elle a peu de marge de manœuvre, ça je le regrette, mais face à la crise, il va falloir faire un choix. Donc je pense qu'il faut une loi de finances rectificative d'urgence économique et financière. De toute façon, il faut rectifier les chiffres. Le déficit français sera plus important, de plusieurs dizaines de milliards d'euros. Les impôts vont moins rentrer. Il faut dégréver une partie de CFE et sans doute une partie d'impôts sur les sociétés. Très vite. Est-ce que vous pouvez expliquer Comment ? Dégréver une partie de CFE. Il faut quand vous payez de l'impôt sur les sociétés, que vous n'avez pas les moyens de le faire, vous cumulez des pertes dès le premier trimestre 2020, que déjà 2019 a été très compliqué avec les gilets jaunes. Donc on voit très bien qu'à un moment donné, il faut probablement laisser passer les premiers acomptes d'impôt sur les sociétés, comme la cotisation foncière des entreprises. Mais quid à ce moment-là de répercussions sur des collectivités locales, est-ce que l'État se substitue ou pas, dans quelles conditions, combien de temps on gère les dossiers, enfin, tout ça doit être mis sur la table de façon extrêmement forte et par secteur d'activité. Il n'est pas question de couvrir tous les secteurs. Tous les secteurs ne souffrent pas de la même manière. Quand je pense au tourisme et à l'événementiel, ça me semble évident. Le traiteur qui prépare des mariages, quand le mariage est annulé, c'est terminé pour lui. Donc c'est autant de sujets extraordinairement importants. Éric Woerth, est-ce que ça veut dire que ce matin, vous appelez à mettre de côté les objectifs budgétaires de la France pour résoudre cette crise? Je regrette infiniment que la France n'ait fait aucun effort en termes de finances publiques depuis maintenant 3 ans, 3 ou 4 ans. Depuis le temps où il y a de la croissance, où au contraire, on a plutôt dilapidé les choses et pas fait les choses correctement. Très très peu de réduction de dépenses publiques. 80% du déficit européen, c'est le déficit français. Donc tous ces sujets sont là. Maintenant, il y a d'autres urgences. Il y a des boîtes qui vont crever. Il y a des emplois qui vont partir. Il y a du chômage partiel qui va s'étendre un peu partout. C'est une bonne réponse à la crise, mais enfin, ce n'est pas une bonne réponse pour la vie tout court. Donc il faut que cette période, elle soit la plus courte possible, qu'on travaille sur le long terme, sur la mondialisation, sur la relocalisation, sur tous ces sujets-là, mais qu'on ait des réponses immédiates. On ne peut pas laisser mourir des entreprises pour des questions de trésorerie. Alors ça va coûter de l'argent, ça va sans doute coûter beaucoup d'argent, c'est pour ça qu'il faut le faire par secteur, c'est pour ça qu'il faut très finement le décider. Il ne peut pas être que des mesures d'ordre général, mais l'État doit totalement s'investir pour être ce filet de sécurité. Quand il n'y a plus de filet de sécurité privé, il y a un filet de sécurité public, il faut pouvoir en jouer. Je vous écoute, si je vous entends bien, est-ce qu'on a encore cet argent? Parce que vous parlez de moyens, de marge de manœuvre qui sont réduites, cette crise, elle peut durer assez longtemps. On voit bien la nécessité de freiner la propagation du virus qui impose des mesures qui auront un impact très fort sur l'économie. Si ça dure longtemps et que l'État n'a plus les moyens, comme en 2008 par exemple, des moyens financiers à mobiliser pour accompagner les entreprises en difficulté, est-ce qu'il faut s'attendre à des faillites en cascade, un certain nombre d'artisans, de commerçants, de voyagistes qui soient en difficulté au point de devoir déposer... Il va y avoir, ça va être le cas, bien sûr que ça va être le cas. Et l'État a encore les moyens d'accompagner comme il faut? Est-ce que l'État a les moyens? Objectivement, non, il n'a pas les moyens. J'essaie de l'expliquer, j'essaie de dire que, relisez tout ce que je dis depuis 3 ans. Évidemment, il n'a pas. Mais enfin, maintenant, on est en face de gens qui risquent de mourir. On a le choix entre les laisser mourir et donc provoquer une crise encore plus importante ou essayer de réagir. C'est pour ça que je pense que la réaction, elle doit être secteur par secteur. C'est pas tout à fait la même chose que de couvrir l'ensemble de l'économie française. Il faut bien choisir. Mais quand on a bien choisi, je pense d'abord à l'économie touristique.
c'est les premiers, sans doute d'autres. Il y aura des reports de commandes. Dans le bâtiment, il y aura des reports de commandes. Quand des gens seront au chômage partiel, ils n'engageront pas de frais. Mais quand vous achetez pas une voiture tout de suite, vous l'achetez après. Quand si vous décidez de ne plus faire un séminaire, vous en ferez, au lieu d'en faire 2 dans l'année, vous en ferez plus qu'un. Tous les voyages annulés sont perdus. Tous les voyages annulés sont perdus. Peut-être pas les mariages. Les mariages, on peut refaire. Mais le traiteur, le traiteur, cela dit, c'est son chiffre d'affaires du mois et il n'a pas de réserve financière très importante. Il n'a pas de matelas financier pour la plupart du temps. Donc c'est beaucoup de métiers. Je pense au commerce, un certain nombre de commerces. Donc secteur par secteur, je vois que l'État était très prudent. En fait, les annonces de Bruno Le Maire et de Muriel Pénicaud étaient assez prudentes pour des raisons de finances publiques. J'adhère à cela. Je dis simplement qu'il faut aller plus vite, plus fort et plus sectoriellement. Comme on va aller chercher le virus là où il est, il faut aller aider là où sont les vraies difficultés. Il faut être très, très ciblé. Sinon, on sera submergé. On aura une épidémie de coronavirus et on aura une épidémie de récession économique. Il faut peut-être éviter l'une et l'autre. Et quand vous dites aller vers des mesures plus fortes, ça veut dire qu'il faut vraiment augmenter ces dépenses publiques pour soutenir ces filières ? Il faut faire en sorte que les entreprises qui sont en difficulté aient une réponse extrêmement rapide. C'est plutôt dans le temps, que les dossiers soient traités vite. L'État l'a dit hier pour le chômage partiel. Le chômage partiel, c'est une bonne mesure. C'est une mesure qu'on avait employée tardivement en 2008. Les Allemands l'avaient vite employée. Bon, il faut prendre cette expérience. Cette expérience, elle est importante. Elle est efficace. Le salarié est peut-être chez lui à 30 ou 40% de son temps, mais il a 60-70% de son salaire. Une partie est prise en charge par les pouvoirs publics. Ça, c'est des mesures importantes. Il n'y a pas de rupture du contrat de travail. Qu'est-ce que peuvent faire les collectivités locales en proximité ? Par exemple, l'Oise qui est très touchée. Est-ce que les mairies, le département, la région peuvent intervenir ponctuellement sur des choses très concrètes ? Je pense que l'État devrait organiser très très vite une coordination avec les régions. Les régions sont responsables. C'est les régions. Oui, parce qu'elles ont des moyens. La compétence économique. Parce qu'elles ont la compétence économique. Donc on ne peut pas faire n'importe quoi. Il faut faire les choses de façon ordonnée. Et ça, cette coordination n'existe pas pour l'instant ? Il n'y a pas de réflexion ? Je n'ai pas l'impression que cela existe. Je ne dis pas que l'État ne veuille pas le faire. Je cherche vraiment pas à polémiquer ce matin. Pas du tout. Je cherche à essayer de dire et d'essayer d'apporter ma propre pierre et la pierre de l'opposition. Mais oui, une conférence avec l'ensemble des présidents de région, par vidéo s'ils veulent, pour éviter un trop grand rassemblement, me semblerait être extrêmement utile. Je pense aussi quand même les bourses qui tombent créent des risques pour certaines entreprises, notamment des risques d'attaque par des investisseurs peut-être mal intentionnés ou des investisseurs dont on ne veut pas, donc peuvent fragiliser le tissu économique. On a des dispositifs qui permettent d'agir sur des secteurs stratégiques. Peut-être faut-il étendre ces secteurs stratégiques quelque temps. Tout ça est difficile juridiquement, bien sûr. Ça veut dire des nationalisations provisoires ? Ah non, pas de nationalisation provisoire, mais de faire en sorte peut-être de bien tenir et d'autoriser, dans un certain nombre de cas, les prises de participation sur certains secteurs considérés comme stratégiques. Peut-être peut-on pousser la notion stratégique un peu plus loin que dans une période normale. Alors, ça n'a pas été le cas des précédents cracks boursiers. On ne sait pas combien de temps ce crack boursier durera. Ça peut être, au fond, une courbe en V. Ça peut repartir aussi très vite. Mais on voit bien qu'il y a d'abord des fondamentaux qui étaient des fondamentaux d'inquiétude, au-delà même du coronavirus. Et on voit que le coronavirus, il révèle aussi un certain nombre de choses. Et puis il y a une vague qui part de l'Asie. La Chine se reconstitue, là, elle rouvre un certain nombre d'usines, on ne sait pas très bien, mais enfin, ça remarche un tout petit peu. Peut-être que cette vague, elle passe par l'Europe, peut-être qu'elle ira aux États-Unis, nul n'en sait rien. Donc il faut faire très attention, en profiter pour faire les réformes qu'on n'aurait pas faites. Et donc en profiter pour revoir toutes les chaînes de valeur et bien montrer qu'au fond, des approvisionnements de proximité, pas uniquement en termes de nourriture, ou de circuits courts de cette nature, mais les circuits courts également économiques, industriels, valent la peine. Est-ce qu'il faut remettre en question la mondialisation ? C'est un peu ce que dit en filigrane Bruno Le Maire. Il dit qu'il y aura un avant et un après coronavirus pour l'économie mondiale. Oui, je pense que c'est vrai. Il y a eu beaucoup de bouquins écrits là-dessus ces dernières années. Donc c'est un sujet qui est traité en dehors même du coronavirus. Mais enfin, on voit bien qu'on rapatrie un certain nombre de choses, des centres de recherche, par exemple, parce que c'est plus stratégique, mais aussi de la production. Mais ça veut dire qu'il faut
faut aussi, à ce moment-là, accepter qu'on exportera sans doute moins. Quand dans le luxe, on produisait en France, peut-être faut-il produire aussi de temps en temps. Je vois qu'LVMH crée une usine aux États-Unis. Ça ne veut pas dire qu'il faut oublier l'idée de mondialisation. L'idée de mondialisation sur le plan culturel, sans perdre les identités, mais que la démocratie, qu'un certain nombre de valeurs. Et évidemment, le monde doit être aussi mondial, que les frontières sont des protections, mais on ne peut pas vivre uniquement avec des frontières. Donc, mais je pense quand même qu'en termes économiques, il y a un moment donné où ces chaînes de valeur, où l'ensemble des produits naviguaient de l'un à l'autre pour construire, coûtait très très cher sur le plan énergétique. Donc l'environnement joue un rôle évidemment fondamental dans la relocalisation d'un certain nombre de productions, mais aussi les dangers de toute nature, et puis la progression du pouvoir d'achat des pays dans lesquels on a délocalisé. Cette progression fait qu'il y a moins d'intérêt en termes de coûts. Et puis il faudra accepter probablement que les prix augmentent. À un moment donné, il faut accepter que les prix augmentent. Pour en revenir au local, comment est-ce que ça se passe dans l'Oise? Quel est l'état d'esprit de vos concitoyens? Qu'est-ce que vous percevez de cette crise au niveau local? Elle a pris, d'abord, on est très surpris d'être les premiers concernés. Alors aujourd'hui, évidemment, les choses s'étendent, mais toutes nos écoles sont fermées, les crèches sont fermées depuis lundi. Il y a beaucoup d'inquiétudes. Mais comme tous les Français, personne ne cède à la panique. Dieu merci, on fait attention. Tous ces gestes dits barrières, qui doivent exister en termes économiques aussi, tous ces gestes-là de protection, on essaie de les mettre en œuvre. Les campagnes municipales se font autrement, par Internet, par du porte-à-porte, donc plutôt par des contacts directs. Les gestes barrières, vous les avez pratiqués, vous, à l'Assemblée nationale? Ça va? Vous êtes pas contaminé? Visiblement, pas suffisamment. Visiblement, pas suffisamment. Combien de cas? 5 députés? Je crois qu'il y a à peu près 5 députés. En tout cas, c'est ce qu'on disait hier soir. Et puis, il y a plusieurs membres du personnel. Bon, on est nombreux. C'est une petite ville. L'Assemblée, c'est des milliers de gens entre les parlementaires, leurs collaborateurs, le personnel de l'Assemblée. C'est beaucoup de monde, mais c'est un vase clos, comme une entreprise, au fond. Il y a un siège d'entreprise, il y a des bureaux, il y a une cantine, il y a des restaurants, il y a des endroits où les gens se retrouvent. Mais c'est vrai que l'usage politique est quand même plutôt tactile. Vous serrez la main, vous faites la bise, c'est assez tactile comme environnement. Donc probablement, c'est plutôt bon pour le virus. Donc c'est vrai. Heureusement qu'il y a ces 15 jours de suspension. Ils sont bienvenus, au-delà des retraites. Et est-ce que, justement, dans 15 jours, après les élections municipales, l'Assemblée nationale doit siéger, selon vous, ou est-ce qu'il faut prendre des précautions? Il faut demander au président de l'Assemblée des précautions, évidemment. Nul ne peut penser que dans 15 jours, l'épidémie sera derrière nous. Personne ne pense ça. Donc oui, il faut que l'Assemblée rouvre, sans doute, mais il faut aussi qu'il y ait plus de gestes, plus de protection. Mais chacun les applique maintenant pour soi-même. On voit bien que quand on ne faisait pas très attention il y a 15 jours, on commence à le faire plus. D'abord parce qu'on est soi-même producteur de virus, donc on ne veut pas être un agent d'intermédiation avec un autre. Donc il faut faire très attention. Je note que le Sénat n'est pas touché. Pour l'instant. Je comprends bien. Pour l'instant. Donc voilà. La le Sénat politique, est plus sûr. Vous l'avez dit à l'instant, la politique, c'est l'art du contact. Quel peut être l'impact du coronavirus ou de cet état d'esprit, de ce à quoi on assiste aujourd'hui, sur les élections municipales? Je rappelle que le premier tour est dimanche prochain. Est-ce qu'il faut s'attendre à une abstention massive, à commencer dans les zones qui sont particulièrement touchées? Est-ce qu'il n'y a pas un risque? Est-ce que ce n'est pas de nature à fausser ou à influencer les résultats locaux? Et notamment dans votre département. Oui, moi je pense que les élections doivent avoir lieu. Parce que si les élections n'ont pas lieu, alors il faut tout fermer. Il faut évidemment fermer les supermarchés, il faut interdire tous les rassemblements de 3 personnes dans les... à partir du moment où vous respectez un certain nombre de consignes dans les bureaux de vote, c'est quand même une circulation. C'est un peu statique parce qu'on attend à certaines heures, mais il y a 1 mètre d'écart, si on respecte les consignes qui sont données par l'État et qui sont, je pense, très très bien respectées partout, les élections peuvent avoir lieu. Peut-être que dans certaines communes où le personnel municipal est lui-même confiné ou que sais-je, ça peut poser des difficultés, mais il faut au contraire qu'elles aient lieu. Il faut que dans l'Oise, elles aient lieu. Oui. Et ça nous amène à parler... D'abord parce que, honnêtement, moi je voudrais d'ailleurs inciter au travers de vous les électeurs à venir voter. Venir voter, parce que le coronavirus, il durera ce qu'il doit durer. Il durera quelques mois, sans doute. Personne ne peut savoir. Mais on est loin du pic d'épidémie. Mais enfin, les élections, c'est qu'on confie la gestion pendant 6 ans à une équipe municipale. Donc autant considérer
que votre rôle, c'est de la choisir. C'est pas de vous laisser gouverner par les autres. C'est le principe même de la démocratie. Donc venez voter avec des gants, avec des bonnets, avec des masques, mettez-vous un peu à l'écart, faites ce que vous voulez. Chacun est libre de se défendre vraiment comme il veut, mais venez voter. Enfin, n'obérez pas 6 ans d'avenir d'une commune. Ne le faites pas. J'appelle personne à prendre un risque inconsidéré dans le domaine sanitaire. Je mesure cela, justement, évidemment. Ouais. Enfin, il peut être quand même limité. Venez voter. Et justement, on va en parler de cette campagne municipale, et notamment à Paris, puisque la candidate de votre parti, Les Républicains, Rachida Dati, tenait hier un meeting, hier soir à la Salle Gaveau à Paris, en présence de Nicolas Sarkozy, l'ancien président de la République. C'était important d'avoir ce soutien de l'ancien président Sarkozy. Oui, parce que oui, moi j'y étais à ce meeting. Il n'y a pas de meeting à Chantilly, donc je suis allé à celui de Rachida, d'abord parce que c'est quelqu'un que j'aime bien depuis longtemps. Oui, c'était important que Nicolas Sarkozy montre son attachement, d'abord parce que en politique, ça joue la loyauté, l'amitié. Alors parfois, tout ça peut évidemment, il peut y avoir des périodes plus ou moins bonnes, mais comme dans la vie, en fait, c'est une vie en raccourci, c'est une vie accélérée. Donc le fait que l'ancien président de la République soit là, pour son ancienne garde des Sceaux, qui a fait beaucoup de choses, et pas toujours facilement. Alors, Rachida, elle affronte la difficulté, elle affronte aussi la contradiction. Elle l'a fait à la période de Nicolas Sarkozy, en réorganisant le système de justice sur le territoire. Bon, tout ça crée beaucoup de liens, et c'est bien d'être là quand il faut être là. Et puis elle crée une dynamique assez extraordinaire sur Paris, parce qu'elle raisonne simple. Alors elle raisonne simple, elle dit des choses simples. Elle crée une dynamique, mais de votre point de vue, quelles seraient les conditions nécessaires aujourd'hui pour qu'elle puisse remporter la ville ? Gagner elle-même. Je ne crois pas aux manœuvres d'appareil, de deuxième tour. Mais est-ce qu'elle a une réserve de voix suffisante entre le premier et le deuxième tour pour s'imposer ? Je ne crois pas non plus aux notions de réserve de voix. Je pense qu'il y a, l'arithmétique et la politique, ça faisait déjà à peu près 2. Je crois que ça fait vraiment 2, quoi. Pardon de cette réponse arithmétique sur ce sujet-là, mais il n'y a pas d'arithmétique. Je pense que la réserve de voix, c'est qu'à un moment, des électeurs, ils ont voté pour quelqu'un d'autre, vous arrivez au deuxième tour, et vous apercevez que votre candidat n'est plus là. Peut-être lui appelle-t-il à voter pour un tel. Enfin, vous êtes un électeur libre, et à ce moment-là, vous regardez ceux qui se présentent, le reste des candidats, autrement. Et je pense que la meilleure des réserves de voix, c'est au fond Rachida Dati qui va la chercher et qui va la créer. Ça se crée. Et est-ce qu'on peut imaginer un rapprochement entre les Républicains et la République En Marche ? Non, c'est des manœuvres d'appareil. C'est des manœuvres d'appareil. Il n'existera pas. Je ne le pense pas, je ne crois pas. D'ailleurs, je ne souhaite pas, parce que je pense que ça complique les choses. Il faut que les votes soient clairs. Le premier tour aura quand même largement montré que les projets étaient différents, que les profils des personnes étaient différents. Il ne faut pas que la personne soit entravée par des accords qui lui auront permis d'obtenir telle ou telle voie. Rachida a dit hier qu'elle serait une maire de Paris libre, autonome, qu'elle ne serait sous l'autorité de personne. Et les Parisiens, comme dans toutes les villes d'ailleurs, ils ont besoin d'un maire autonome qui ne juge les choses qu'en fonction du seul intérêt des Parisiens et de leur propre population. Éric Woerth, dernière question de cet entretien, il ne nous reste plus beaucoup de temps. Question autour du procès de François Fillon qui touche à sa fin, procès autour de l'emploi de sa compagne Pénélope à l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale qui demande, en cas de condamnation, 1 million d'euros à l'ancien Premier ministre. C'est normal ? Je ne sais pas. Je pense que c'est une décision du président de l'Assemblée. Je respecte parfaitement le président de l'Assemblée, mais je pense qu'au moins une décision du bureau aurait peut-être été une bonne chose. Au moins d'en parler en bureau, c'est-à-dire président, vice-président de l'Assemblée nationale. C'est un acte qui peut se discuter. Peut-être pas populaire ce que je dis, mais c'est une décision trop personnelle selon vous ? En tout cas, le bureau aurait pu être informé ou en tout cas participer à la décision. C'est pas anodin. C'est pas anodin. Voilà, François Fillon paye pour ce qu'il a fait ou pas fait. C'est une autre époque. Il y a des moments où, au fond, tout s'est dit au procès. Moi, je lui souhaite. Je connais François Fillon depuis longtemps. Je connais aussi son attachement parce qu'on ne le présente que de manière négative maintenant. Enfin, c'est aussi un homme profondément engagé dans la vie publique. Je pense à lui personnellement. Voilà, c'est pas un ami intime, mais je pense à lui personnellement. C'est très difficile. Merci beaucoup, Éric Woerth, d'avoir été notre invité ce matin. Merci beaucoup, Stéphane, d'avoir repris
représentez la presse quotidienne régionale pour Ouest France. Demain, à votre place, l'invité politique sera Pierre Persson, le député de La République En Marche de Paris. N'hésitez pas d'ailleurs à lui poser vos questions en vidéo ou par écrit à l'adresse qui s'affiche en bas de votre écran. Bonjour chez vous @publicsénat.fr. C'est maintenant l'heure du club des élections municipales avec notre bande de journalistes qui décrypte les derniers épisodes de cette campagne municipale. Jingle. La Mutuelle nationale territoriale, la mutuelle des agents des services publics locaux, vous présente le Club des territoires. NJ, acteur engagé dans la transition zéro carbone des régions, vous présente le Club des territoires. La presse quotidienne régionale et les télévisions locales vous présentent le Club des territoires. Le Club des municipales en partenariat avec la presse régionale, les télévisions locales et les Indés radios. Et aujourd'hui, avec notre bande de journalistes, nous parlerons de la campagne municipale à Paris, du meeting hier soir de Rachida Dati en présence de Nicolas Sarkozy. Nous irons aussi à Troyes pour faire le point sur la campagne municipale de François Baroin. Va-t-il être réélu dans un fauteuil? On posera la question à notre confrère du journal L'Est éclair. Et puis direction Grenoble où aujourd'hui il y a un débat important entre les candidats à la mairie de Grenoble avec un face-à-face musclé qui s'annonce entre le maire écologiste Éric Piolle et l'ancien maire de Grenoble Alain Carignon qui aimerait bien reprendre son siège. On va commencer notre tour de France des élections municipales par Bordeaux où la succession d'Alain Juppé à la mairie s'annonce très difficile pour la droite bordelaise. Reportage de Cécile Sixou et d'Audrey Vuettaz. Depuis 1947 à Bordeaux, à chaque élection municipale, c'est la même chose, la droite passe dès le premier tour. Mais il y a un an, le départ d'Alain Juppé pour le Conseil constitutionnel a rebattu les cartes. Et pour son successeur, Nicolas Florian, actuel maire de Bordeaux et candidat à l'élection municipale, la bataille est loin d'être gagnée. Allez, on y va. Bonjour Nicolas Florian. Les sondages annoncent un second tour pour cette élection municipale. Donc la droite élue dès le premier tour, c'est terminé ? Je regarde ce qui se passe dans les autres villes de France, dans les grandes villes de France, et je n'ai pas remarqué que des maires sortants sont en situation d'être élus au premier tour. Il y aura même, je pense, des triangulaires, des quadriangulaires. Ça va être un élément nouveau de la vie bordelaise, mais qui va se reproduire dans beaucoup d'autres villes de France. Vous êtes ce qu'on appelle un candidat Macron compatible, et pourtant LREM a investi un candidat contre vous. Est-ce que vous l'avez compris, ça ? Moi, je n'en ai pas fait un fait personnel. J'ai vu que dans d'autres villes de France, il y avait aussi des maires qui avaient une concurrence. Bon, voilà, c'est la démocratie. Ce sont les électeurs et les Bordelaises et les Bordelais qui décideront. Aux dernières élections, La République En Marche a fait de très bons scores ici à Bordeaux, 85% à la présidentielle et 30% aux dernières européennes. A priori, tout pour l'emporter. Bonjour Thomas Cazenave, vous êtes le candidat investi par La République En Marche. Donc on le voit là, vous avez mouillé le maillot et pourtant vous êtes donné à la 3e ou à la 4e place dans les sondages. Alors qu'est-ce qui s'est passé ? Alors d'abord, moi je vais vous dire, les sondages, ils varient beaucoup. Dans une semaine, j'ai eu des sondages avec 5-6 points d'écart. Moi, je crois que ceux qui font l'élection sont les Bordelaises et les Bordelais, les électeurs, et pas les sondages. Donc jusqu'au dernier jour, nous allons mouiller le maillot, comme nous le faisons aujourd'hui, pour aller convaincre. Si vous êtes au second tour, vous savez déjà ce que vous allez faire ou pas ? Mais avant le second tour, il y a un premier tour. Il y a une alternative entre d'un côté le désir de revanche, un projet écologiste porté par Pierre Urmic, et de l'autre l'héritage, la continuité par Nicolas Florian qui est là depuis 25 ans. Je crois que cette ville elle a besoin d'un nouveau souffle. Pierre Urmic, bonjour. Bonjour. Vous avez pris la peine hier de démentir une possible alliance avec La République En Marche. Pourquoi ? Bonjour Pierre Urmic. Bonjour. Donc ça fait 24 ans que vous êtes dans l'opposition. La gauche, cette fois-ci, pour être au second tour à Bordeaux, c'est la première fois. C'est une revanche pour vous ? Pas du tout. Ces 24 ans m'ont permis de côtoyer de très près le pouvoir et d'acquérir une vraie expérience. En me disant tous les jours, demain peut-être que le fruit sera mûr et nous les remplacerons. D'après les sondages, donc, vous serez au second tour, mais vous ne serez pas tout seul. Ces 72 dernières années à Bordeaux, il n'y a pas eu de deuxième tour. Donc déjà, ce sera une première qui est un vrai ballottage à Bordeaux. Après, qui seront les candidats deuxième tour ? Honnêtement, moi, j'en sais rien. J'ai comme adversaire principal le maire sortant qui ne cesse de nous parler avec beaucoup de nostalgie des années Juppé. Mais beaucoup de Bordelais ont compris que les années Juppé, c'est terminé.
Vous avez réuni toute la gauche, mais sauf Philippe Poutou. Notre rassemblement, il est quand même une certaine cohérence, c'est-à-dire on a réuni tous les gens qui ont vraiment envie de gouverner la ville. Philippe Poutou est dans une logique plus révolutionnaire. Pour les élections municipales, Bordeaux en lutte. Bonjour Monsieur Poutou, vous êtes le candidat NPA soutenu par LFI, mais vous êtes surtout la surprise de cette campagne électorale. Vous attendiez à ça? Pas tellement, mais c'est vrai qu'on est dans une ambiance sociale qui est très particulière, le mouvement des Gilets jaunes, la contestation du mouvement des retraites. Donc du coup, on est dans une ambiance où les gens relèvent la tête et osent plus facilement contester. Et c'est vrai que nous, cette liste, elle est porteuse de tout ça. Donc il y a une sorte de logique dans la surprise qui apparaît pour plein de gens. Et si vous êtes au deuxième tour, qu'est-ce que vous allez faire? Nous, on va au bout, c'est-à-dire qu'on veut le deuxième tour, on veut l'accès au deuxième tour et on ne se retirera pas. Notre objectif, c'est d'avoir des élus, le plus d'élus possible, 3, 4, 5, 6, on verra évidemment en fonction des scores électoraux. Philippe Poutou se maintiendrait en cas de second tour, comme les 3 autres candidats, Nicolas Florian, Thomas Cazenave et Pierre Urmi, qui attendent peut-être de savoir qui sera en tête dès le premier tour pour entamer des négociations. Et voilà pour ce reportage sur l'élection municipale à Bordeaux. On va voir toutes les élections dans ce scrutin municipal à Bordeaux. Voilà, vous le voyez, avant ce premier tour du 15 mars de dimanche prochain. C'est parti pour le club des élections municipales et j'accueille ce matin sur ce plateau Nathalie Moret, journaliste politique au groupe EBRA des journaux de l'Est. Bonjour Nathalie. Bonjour. J'accueille également Yves Tréhard, directeur adjoint de la rédaction du Figaro. Bonjour. Bonjour à tous. Pierre Dumazeau, directeur de la rédaction de la Lettre de l'Expansion. Bonjour Pierre. Et puis rebonjour Quentin. Ouais. Alors on va débriefer un peu cette élection municipale à Bordeaux. Nathalie, concrètement, est-ce que la droite peut perdre Bordeaux dans 2 semaines ? C'est assez improbable, mais c'est une possibilité. Et rien que ça, c'est un séisme. Le fait d'avoir le candidat écologiste qui est à 30%, je crois que c'est à peu près ça, et Nicolas Florian est un peu en dessous, et on voit bien que c'est effectivement Thomas Cazenave et Philippe Poutou qui sont respectivement à 10%, qui détiennent les clés du second tour. Si Thomas Cazenave, par exemple, décide de ne pas se maintenir, puisque vous savez que c'est la grosse rumeur, il ne se maintiendrait pas, et s'il essaye, ça dépend qui il rejoint. Ou qui il ne rejoint pas. Il peut aussi décider de ne pas se maintenir, mais faire en sorte que ses lieutenants fassent campagne en sous-main, par exemple, pour le candidat écologiste. Donc, tout est possible. Et c'est pour ça, c'est pour la première fois, en fait, personne ne s'intéressait à cette élection bordelaise qui, pour l'instant, était acquise à la droite. Et pour la première fois, il y a une possibilité assez ténue, effectivement, que Bordeaux passe à gauche. Ce qui serait quand même un séisme, parce que c'est pas un petit jeune qui arrive pour la gauche, c'est quelqu'un qui est candidat depuis toujours, qui est au conseil municipal depuis toujours, qui est quasiment septuagénaire. Donc c'est une configuration assez intéressante et assez passionnante, je dois dire. Et oui, justement, Yves, Bordeaux, c'était le fief de la droite avec Alain Juppé qui était souvent élu dès le premier tour. Comment on explique ces difficultés de son successeur naturel, Nicolas Florian ? D'abord, c'est pas tellement les difficultés de son successeur. Bon, son successeur n'a pas l'aura nationale ni la réputation qu'avait Chaban-Delmas ou Juppé. Mais ce qui se passe, c'est que, encore une fois, Bordeaux, c'est le symbole même de l'anarchie interne à la République En Marche. Vous avez une ville avec un maire qui est complètement Macron-compatible, qui est le dauphin d'Alain Juppé, qui a pris fait et cause pour Macron, dans une ville qui est sous influence bayrouiste, François Bayrou n'est pas loin. Et François Bayrou était très proche d'Alain Juppé, très proche de Nicolas Florian. Et il a fallu que la République En Marche aille mettre comme candidat à côté du maire, du successeur d'Alain Juppé, Monsieur Cazenave, qui, c'est vrai, a ses entrées à l'Élysée où il fait la pluie et le beau temps. Enfin, pendant un moment, il paraît que c'était le cas. Mais qui, finalement, fait de la figuration, si vous voulez. Et là, il joue en 4e division, le pauvre homme. Donc, c'est incroyable de voir. Et cet exemple bordelais se répète à l'envi sur l'ensemble du territoire français, où la République En Marche, pour des raisons psychologiques, pour des raisons de délit de faciès, j'ai envie de dire, a voulu pousser ses pions là où ils sont sûrs d'aller à leur perte. Pierre Dumazeau, cet exemple bordelais, ça montre bien la mauvaise gestion de cette élection municipale par la République En Marche. Oui, la mauvaise gestion et aussi un petit peu, je suis d'accord avec ce que vient de dire Yves, un petit peu la prétention de la République En Marche aussi, où au lieu de s'effacer et de dire en local, il y a une personne
certes peut-être pas étiqueté LREM, mais qui soutient le mouvement, qui est meilleur. Eh bien non, on va mettre un candidat. Résultat, non seulement à Bordeaux, ils sont ridicules, mais en plus, c'est extrêmement drôle de voir quelqu'un comme Philippe Poutou devant le candidat de La République En Marche. C'est dire l'espèce d'échec, enfin la non-stratégie, parce qu'avant les municipales, on nous a expliqué qu'il y avait dans cet anglicisme une espèce de task force à l'Élysée uniquement sur les municipales, que les meilleurs éléments d'En Marche allaient réfléchir à une super tactique. Résultat, ils n'auront certainement pas Bordeaux, ni Paris, ni Lyon, ni Marseille. Donc l'exemple bordelais, pour moi, c'est typique de cette prétention d'En Marche de dire on arrive, on a notre candidat estampillé Macron et on y va, sauf que ça ne marche pas. Quentin, une réaction ? Et d'ailleurs, Bordeaux, c'était la ville qui avait été choisie pour les universités d'été du parti en septembre dernier. Et donc, c'est pas anodin que tout ce temps après, on revienne à Bordeaux, puisque depuis septembre, on le disait qu'il y avait un manque de cohérence, et on l'entendait déjà en septembre aux universités d'été, entre soutien à l'équipe sortante, parce que maire Macron compatible, ou effectivement faire monter depuis la cellule locale des nouveaux candidats dans les villes. Et on voyait ce manque de cohérence entre les deux stratégies, et ça, on en parlait déjà en septembre. Ça vient aussi du score de La République En Marche à Bordeaux. Ils font 31% au premier tour pour Emmanuel Macron et ils font 30% pour Nathalie Loiseau, qui est très très au-dessus de la moyenne nationale. Donc, ils ont eu une vision totalement arithmétique des choses, et la politique, c'est pas que ça. Allez, on va parler de la campagne municipale à Paris, puisqu'hier, Rachida Dati tenait un meeting à la salle Gaveau en présence de l'ancien président de la République, Nicolas Sarkozy. Regardez ce sujet de Flora Sauvage et de Paul Thierry, pardon. La droite réunie au grand complet autour de Rachida Dati, la candidate LR à la mairie de Paris. À 4 jours du premier tour des municipales, militants et sympathisants se sont pressés salle Gaveau pour assister au seul et unique meeting de campagne de l'ex-garde des Sceaux. En présence de Nicolas Sarkozy, la même où il avait fêté sa victoire à la présidentielle le 6 mai 2007. Mes chers amis, vous imaginez mon émotion de revenir ici. Retiré de la vie politique, l'ex-chef de l'État distille sa vision des choses. La droite républicaine française, elle n'a d'avenir que si elle est populaire, que si elle est entendue par toutes les catégories sociales. Et tant de fois, la droite s'est trompée en choisissant telle ou telle catégorie. Rachida, c'est la capacité d'être entendue par la France du peuple, par la France qui travaille, par la France des usines. Crédité de 24% dans un dernier sondage, seulement 1 point derrière Anne Hidalgo, l'actuelle maire de Paris. Rachida Dati tacle Agnès Buzyn, son adversaire de La République En Marche. Une ministre de la Santé chassée de son ministère en pleine crise sanitaire pour s'improviser candidate à la mairie de Paris à 1 mois des élections. Une candidate qui n'avait pas envie. Une candidate sur ordre. Et demain, alors une maire aux ordres ? Les Parisiens méritent mieux. Paris mérite mieux. Paris mérite le respect. Paris mérite qu'on l'aime. Paris mérite un maire qui n'est aux ordres de personne. À l'issue du meeting, les ténors du parti sortent revigorés par la présence de Nicolas Sarkozy. Je crois que le fait qu'il soit là, c'est réconfortant pour toute la droite. C'est peut-être le signe que quelque chose change et que finalement, si l'hirondelle ne fait pas le printemps, sa présence ici pourrait peut-être faire une élection. Si Nicolas Sarkozy reste la personnalité la plus populaire chez les sympathisants de droite, pas sûr que cela soit suffisant pour que Rachida Dati arrive en tête au premier tour dimanche prochain. Nathalie Moret, on a entendu Bruno Retailleau, l'hirondelle ne fait pas le printemps, mais Nicolas Sarkozy peut faire l'élection. Vous êtes d'accord ? Non. Non, parce que effectivement, c'était une très belle soirée pour la droite, une soirée de réconciliation, et je pense que c'est très important pour les militants du Parti Les Républicains. Mais une élection, c'est avant tout des chiffres. Il faut 82 conseillers de Paris pour être élu maire de Paris, et il y a un certain nombre d'arrondissements qui sont très pourvoyeurs de sièges pour les conseillers de Paris. Et dans ces arrondissements-là, Rachida Dati a des listes concurrentes à droite. Donc, il faudrait vraiment que ce soit très très compliqué au 3e tour, celui où on va élire le maire de Paris,
pour que Rachida Dati soit élue. Mais je pense qu'elle le sait, évidemment, mais elle vise autre chose. Elle vise le renouveau de la droite. C'est une soirée, encore une fois, importante qui s'est passée hier soir parce qu'il y avait tout le monde. Et effectivement, c'est le retour à une certaine droite populaire. C'est ça qui s'est joué, mais pas vraiment la mairie de Paris hier soir. Et oui, le discours de Nicolas Sarkozy était intéressant. Il a bien sûr appuyé sur cette droite populaire. Yves, ça veut dire que la droite s'est coupée des classes populaires ces dernières années? C'est très manifeste. Les partis traditionnels se sont coupés du peuple. Le Parti socialiste, on l'a dit depuis très longtemps, qui a fait le choix plutôt des minorités, justement, que d'aller embrasser les anonymes, je dirais. Pareil pour la droite. Si vous regardez les résultats de la présidentielle et des européennes dernières, surtout de la présidentielle, vous apercevez que l'électorat populaire représente moins de 10%, je crois, de l'électorat qui s'est porté vers François Fillon. C'est un discours qui n'a pas porté. C'était tout le génie de De Gaulle, et on va le dire, le génie de De Gaulle. C'était à la fois, alors évidemment, il avait une stature tellement différente de n'importe qui, mais c'était le génie aussi de Pompidou, d'une certaine façon. C'est que vous étiez évidemment le représentant d'une certaine bourgeoisie, d'un certain établissement, mais vous étiez aussi extrêmement populaire dans les classes. Vous aviez le Parti communiste et les gaullistes, en gros, hein, c'est ça. Et le génie de De Gaulle, d'ailleurs, après quand il s'est fait réélire, quand il est revenu au pouvoir en 1958, prenez les élections municipales de 1963. Les élections municipales de 1963 sont plutôt assez bonnes pour De Gaulle. On voit le renouvellement. Ce que n'arrive pas à faire précisément aujourd'hui Emmanuel Macron, qui a tout cassé lui aussi, mais qui n'arrive pas à s'installer et à s'ancrer précisément. Alors, moi je suis d'accord avec Nathalie, c'est très important pour la droite, c'est un rendez-vous très important pour la droite hier. Attention, c'est un rendez-vous de petits clubs, hein, de militants, ils sont tous là, ils sont tous acquis. L'applaudimètre ne compte pas beaucoup là, parce qu'on sait que tout le monde est acquis à la cause de Dati, de Sarkozy, tout ça. Maintenant, reste à savoir si justement ils peuvent aller vers le peuple, ils peuvent aller vers des gens qui sont sympathisants et qui n'ont autre chose à faire que de passer leur temps dans une vie de parti. Et justement, Pierre, est-ce que Rachida Dati peut incarner les classes populaires à Paris? Oui, je pense. Moi, je pense qu'effectivement, elle a le caractère, en tout cas, pour, et on l'a vu, elle ne fait pas uniquement campagne dans l'Ouest parisien, mais elle va dans le 18, dans le 19, dans le 20e, et elle n'a pas peur d'y aller, et dans toutes les images et les reportages qu'on voit, elle ne se force pas, en fait, avec les gens. C'est quelque chose d'assez naturel quand elle va dans les quartiers populaires. Donc ça, c'est assez, pour une campagne, entre guillemets, rassurant. Donc Rachida Dati, oui, elle a une capacité de rassemblement. Effectivement, hier soir, c'est pas tant le sujet de la mairie de Paris qu'une sorte de droite parisienne et même de droite tout court qui se rassemble, et puis ça fait du bien de cette droite un petit peu rassemblée après tout ce qu'elle a vécu. En revanche, gagner la mairie de Paris, c'est quand même autre chose. Et comme l'a rappelé Nathalie, c'est pas uniquement une question de mathématiques, mais un peu quand même. Et ça va être compliqué. On va maintenant aller à Troyes, voir nos confrères, nos partenaires du journal L'Est éclair. Et on retrouve Bruno Dumortier. Bonjour Bruno. Bonjour. Journaliste à L'Est éclair. Alors on va d'abord parler du coronavirus, puisque dans l'Aube, il y a un premier cas détecté de coronavirus et il concerne un enfant. Tout à fait. L'information chez nous, c'est le premier cas de coronavirus dans le département. On s'est longtemps cru à l'abri, on voyait les cas arriver un peu tout autour. Et depuis hier, c'est officiel, nous avons un cas de coronavirus, un garçon de 10 ans son état ne suscite pas d'inquiétude. Il est chez lui, il est normalement en voie de guérison, mais en tout cas, ça y est, c'est fini. L'Aube n'est plus à l'abri du coronavirus, il est aussi chez nous. Et évidemment, les conversations ce matin et hier soir, quand on a donné l'information, tournaient tout autour de ce cas. Il n'y a pas de forme de panique, mais une certaine résignation et une peur devant l'arrivée de ce virus qui semble à tous inéluctable. Et alors, quel est l'impact sur la vie locale dans l'Aube ? L'impact commence à être fort parce qu'en fait, on a beau être aux portes de Paris, ici à Troyes, on dépend du Grand Est et notamment du foyer actif qui est dans le Haut-Rhin et dans le Bas-Rhin. Donc les consignes régionales se sont appliquées, notamment pour les matchs de football. Pas de match ce week-end, on ne sait même pas quand ça va reprendre. On commence à avoir aussi un impact sur la vie sociale tout court. Il y a des réunions de famille qui ne se tiennent plus parce qu'on a peur du virus. On a la foire là, qui est juste derrière chez nous, là, derrière la fenêtre que vous voyez, la grande foire foraine de Troyes. Il n'y a pas grand monde, les commerçants tirent un peu la langue et surtout ils sont très inquiets parce que les foires prochaines qui vont avoir lieu, notamment dans le Grand Est et à Colmar, la grande question c'est, auront-elles même lieu ?
Et oui, et la question se pose. Alors parlons maintenant des municipales à Troyes. Est-ce que le maire François Baroin va être réélu dans un fauteuil ? Alors nous, on a commandé un sondage la semaine dernière et François Baroin, malgré 4 listes concurrentes, sort premier avec 65% des voix au premier tour. Donc dans un fauteuil, dans un très très bon fauteuil. Le Rassemblement national n'arrive qu'à 15%. Pourtant, aux élections nationales, il fait plutôt des bons scores ici, mais là, il ne fait que 15%. La gauche unie avec le Parti communiste, le Parti socialiste font 13%. Et La République en marche fait 5%. Parlons d'une autre ville intéressante dans ce scrutin municipal dans l'Aube, c'est la ville de Nogent-sur-Seine. Oui, tout à fait, Nogent-sur-Seine. Alors, plantons le décor, hein, Nogent-sur-Seine, on est vraiment aux portes de Paris, on a 1 heure de Paris, on a la centrale nucléaire, la dernière qui a été construite en France. Donc, il y a un peu d'argent. Et avec cet argent, ils avaient décidé de construire un superbe musée, le musée Camille Claudel qui est originaire de Nogent-sur-Seine. Et ce musée a finalement pourri la vie municipale puisque l'ancienne équipe, il y a 6 ans, a explosé sur ce dossier. Ils avaient décidé un partenariat public-privé, ça s'est avéré coûteux. Du coup, la majorité a éclaté, il y a eu des listes concurrentes. Celui qui était opposé au partenariat public-privé a gagné, Hugues Fadin, donc il a dénoncé le partenariat. Le musée a ouvert, tout le monde est content, sauf que le musée ne marche pas si bien que ça. Et après un succès d'estime à 50 000 entrées par an, ils sont tombés à 25 000. Donc il est un peu au cœur de la campagne parce que la candidate qui va s'opposer au directeur de cabinet du maire actuel, Richard Journet, s'appelle Estelle Bromberger-Rivaud et elle était dans l'équipe précédente, celle qui soutenait à fond le partenariat public-privé et le musée Camille Claudel. Et donc ce musée empoisonne un peu toujours la vie nogentaise, c'est très compliqué là-bas, même si c'est 2 listes d'hiver droite qui se présentent, enfin avec une liste d'union qui a rassemblé un peu de monde, mais globalement c'est 2 candidats d'hiver droite. Et c'est tellement un couteau tiré que les 2 candidats ont porté plainte pour diffamation l'un contre l'autre. Et la campagne s'annonce très très incertaine à Nogent-sur-Seine, ça va être passionnant. Ah oui, bonne ambiance dans la campagne municipale à Nogent-sur-Seine. Ouais. Merci beaucoup Bruno. Merci beaucoup Bruno. Je rappelle que vous êtes rédacteur en chef délégué pour le journal L'Est éclair. Allez, on va enchaîner sur les dernières infos de cette campagne municipale. C'est le journal de campagne avec Quentin Calmet. Et Quentin, on commence ce journal des municipales par un débat entre les candidats à Montpellier. Exactement. France Bleu, Héros et le Midi Libre organisaient hier un débat avec 9 des 14 candidats à l'élection municipale à Montpellier. On retient les échanges sur l'urbanisme dans la 7e plus grande ville de France qui gagne chaque année 8000 habitants, rappelé hier un journaliste lors de ce débat. Et d'ailleurs, ça a donné lieu à un échange entre le maire sortant et une des candidates écologistes. Je vous propose d'écouter un extrait de ce débat. Stop à l'étalement urbain, bien sûr, non au béton. L'augmentation des terres artificialisées a augmenté de 70% en 40 ans, alors que la population n'a augmenté que de 19%. Donc c'est bien les politiques qui ont été mis en place qui ont tendu vers cette catastrophe. Moi, je suis étonné par les gens qui veulent arrêter aujourd'hui la bétonisation. On est d'accord sur la bétonisation. 30 000 demandes de logements sociaux. Il y a en face de ma permanence encore une personne qui dort dans les voitures. Il faut qu'on produise entre 4 000 et 6 000 logements par an. Mais allons plus loin. Vous savez que c'est mon dada. Réenchanter la ville, c'est faire la ville verticale. Et toujours à Montpellier, on continue par un quiz. Voilà, il n'y a pas de buzzer sur ce plateau, mais je voulais vous proposer un petit jeu. Je vais vous montrer un extrait d'un clip de campagne dévoilé hier. Et vous devez trouver le film français qui a inspiré ce clip. L'extrait dure 20 secondes. Je ne suis pas née à Montpellier. Comme beaucoup d'autres habitants, j'ai été adoptée. Sa chaleur humaine, son art de vivre et son climat me rendent heureuse. Alors, est-ce que vous avez deviné ce que c'était ? Non, alors là, Pas du tout. Alors, beaucoup d'observateurs ont remarqué des ressemblances avec le fabuleux destin d'Amélie Poulain, le petit piano, et puis la mise en scène avec le passé, les photos, etc. Le film de Jean-Pierre Jeunet. Et donc, c'est une des candidates dans cette campagne que beaucoup de journaux ont qualifié d'élection de campagne folle, avec un maire sortant affaibli. Et puis, voilà, la candidate que vous venez de voir, Alenka Doulin, qui a le soutien de la France Insoumise, mais pas des parlementaires LFI de la ville.
ville, c'est assez troublant. Alors, on continue avec une question. Et si cette élection municipale était comme une hirondelle avant le printemps? Décidément, c'est une expression qui revient souvent. Et cette fois-ci, c'est pour le Parti socialiste. Exactement, je vous conseille la lecture de cet article de la rédaction de Public Sénat. En effet, une hirondelle ne fait pas le printemps, mais il est clair que quand je regarde les sondages, nos sortants sont très bien placés pour préserver leur territoire. Et nous aurons sûrement dans d'autres villes des scores très honorables, voire même des reconquêtes. Ça, c'est Patrick Kanner, le président des sénateurs socialistes, qui le dit dans cet article de François Vignal. Et donc l'analyse du scrutin pour ce parti qui avait fait une contre-performance en 2014 face à une vague bleue, mais qui pourrait reprendre des couleurs au soir du 15 mars. Et à 5 jours de ce premier tour des élections municipales, on ouvre une courte page sur le coronavirus. Voilà, les électeurs sont aussi invités à venir avec des crayons, a-t-on pu lire dans la presse quotidienne. On regarde les Sables Vendée. Effectivement, on voit se multiplier les articles sur la façon dont vont se tenir les élections municipales dans le contexte du coronavirus. Et donc au Sable d'Olonne, les électeurs sont invités à venir avec un stylo, mais les crayons seront néanmoins essuyés avec des lingettes désinfectantes avant et après chaque utilisation, nous rappelle le journal. Et petit rappel citoyen, le passage par l'isoloir est obligatoire, coronavirus ou pas. Et Quentin, on finit par une note plus légère avec un article quand les candidats abusent du montage photo. Voilà, le montage photo ridicule, c'est à lire dans le Bien public, où on voit effectivement des internautes qui ont repéré des affiches ou des photos de campagne un petit peu étranges. Vous allez le voir, des jambes qui disparaissent, des personnes sans ombre, de faux arrière-plans. En Côte d'Or aussi, on peut assister à des tentatives laissant à désirer, nous dit l'article. Et malgré tout, l'article, vous voyez, par exemple, je ne sais pas si vous voyez, mais il y a une tête qui dépasse, qui n'a effectivement pas de corps sur la photo de gauche, ou effectivement derrière sur la photo de droite on voit le troisième candidat à partir de la droite qui effectivement ne ressemble pas du tout au décor qui va derrière. Mais donc le travail de Photoshop a aussi été salué dans l'article. Plusieurs personnes ont été rajoutées à la photo officielle, mais elles ne sont pas toujours si simples à détecter, nous dit le journaliste du Bien public. Merci beaucoup Quentin pour ce journal de campagne. On va revenir sur l'élection à Montpellier. Est-ce que le scénario de cette campagne municipale à Montpellier peut rendre le scrutin très incertain? Nathalie? Moi, je connais mal l'élection de Montpellier, mais tous ceux qui la connaissent disent que c'est une élection totalement illisible, et Quentin le rappelait. Donc effectivement, qui va le gagner dimanche, impossible de le dire. Pierre Dumazeau, la dispersion des écologistes à Montpellier, le maire sortant qui se présente très tardivement, oui, tout ça joue sur le scrutin? Bien sûr, oui, tout ça est extrêmement étrange, avec effectivement ce maire sortant on ne savait pas jusqu'au dernier moment si il allait se représenter, qui n'apparaissait nulle part, qui vient au dernier moment. Cette candidate France Insoumise qui est soutenue sans être soutenue, tout ça est extrêmement curieux. Pour une ville, moi, que je pense assez stable en fait, assez monotone en termes d'élection. Non, personne ne peut prédire ce premier tour pour Montpellier. C'est vrai que c'est assez surprenant. Ah oui, assez imprévisible. Revenons sur cette info sur le Parti socialiste qui espère que cette élection va être comme une hirondelle avant le printemps. Yves, vous le pensez? L'espoir fait vivre. Oui. Ils espèrent, mais je pense qu'ils ont raison d'espérer, parce que c'est vrai que on va voir sans doute à la faveur de ces élections municipales un retour du clivage traditionnel gauche-droite. Et il est probable, si on regarde bien, que le Parti socialiste, qui avait pris une déculottée en 2014, mais c'était normal, c'était des élections intermédiaires alors que lui était au pouvoir à Paris, enfin au pouvoir central, exécutif, et que ça se passait pas bien du tout, et que là, il pourrait garder l'essentiel des grandes villes qu'il détient aujourd'hui, c'est-à-dire Lille, peut-être Paris, Madame Hidalgo reste quand même la favorite. Nantes, Rennes, beaucoup d'autres villes de taille plus moyenne. Et si on regarde bien la carte du Nord d'ailleurs et du Pas-de-Calais, enfin des Hauts-de-France en général, où vraiment c'était vraiment une région, un bastion du PS et comme, surtout du PS d'ailleurs, qui avait perdu beaucoup de plumes ces dernières années. Eh bien, on s'aperçoit que les villes où ils sont encore présents, ils peuvent peut-être les garder. Lens, par exemple, tiens, c'est un exemple d'une belle cité ouvrière, jadis. Et c'est sûr que le Parti socialiste peut faire honorable figure, on va dire. On continue notre tour de France des élections municipales et direction maintenant Grenoble où on rejoint nos partenaires de Télé Grenoble. On retrouve Thibault Leduc, rédacteur en chef de Télé Grenoble. Bonjour Thibault.
Est-ce que le signal passe? Alors Thibault, comment se passe cette élection municipale à Grenoble? À Grenoble, à quelques jours de l'échéance, les choses sont tendues entre les candidats. J'entendais des plaintes en diffamation sur les autres villes que vous citiez. C'est un peu le cas aussi à Grenoble. Certains s'attaquent de façon frontale par voie de presse interposée. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a 7 candidats. Il y en a 4 qui se détachent, qui devraient jouer la victoire. Le maire sortant, Éric Piolle, maire écologiste, est donné favori dans les sondages et pour l'instant, il a une avance assez conséquente sur ses autres prétendants. Il y aura un enjeu national sur cette élection puisque c'est la seule grande ville française gérée depuis 2014 par les écologistes. Éric Piolle est membre d'Europe Écologie Les Verts. Et puis on aura également le retour d'Alain Carignon, l'ancien maire de Grenoble dans les années 80, qui après 12 ans de mandat avait été condamné par la justice pour corruption et abus de biens sociaux à 5 ans de prison, une peine très lourde, dont 4 fermes. Il a passé 2 ans et demi en prison. Il a eu une longue traversée du désert, a tenté plusieurs fois de revenir dans la vie politique locale, notamment aux législatives, sans succès. Et puis là, il a réussi à retrouver un espace politique, à retrouver le soutien de la famille républicaine derrière lui, même si le soutien est parfois timide. Et il fait figure d'outsider, il est le numéro 2 dans les sondages. Et puis les 2 autres candidats qui peuvent jouer la victoire, Émilie Chalas pour La République En Marche, qui est une jeune députée, élue en 2017, qui n'a pas d'expérience politique avant cette date. Et puis Olivier Noblecourt, qui, lui, a fait partie de la précédente majorité, celle de Michel Destaut, majorité socialiste. Il a été directeur de cabinet du maire avant d'être adjoint à l'action sociale notamment. Il a ensuite fait quelques années dans les cabinets ministériels auprès de Najat Vallaud-Belkacem. Et puis, il a été nommé par Emmanuel Macron délégué interministériel au plan de la pauvreté, un mandat qu'il a rendu il y a quelques semaines pour se lancer sur la campagne grenobloise. Alors Thibault, aujourd'hui, il y a un débat important entre les candidats à la mairie de Grenoble. Eh oui, ils sont 7 en liste. On en a sélectionné 4, les 4 favoris qui devraient jouer pour le second tour. Ils seront sur ce plateau dans quelques heures. Vous pourrez les retrouver sur l'antenne de Télé Grenoble à 21h et sur celle de Public Sénat à 22h. Et on va évoquer 4 thèmes au cours de ce débat d'1h30. Les déplacements, qui est un thème important à Grenoble. C'est une ville un peu particulière avec sa géographie entourée de montagnes. Et on y circule mal. La municipalité en place a misé sur le vélo, a développé ses moyens de circulation alternatifs. Il y a des pour, il y a des contre. Et le débat, je pense, sera animé sur cette thématique. D'autant qu'à Grenoble, on a aussi des transports comme le câble qui sont en train de voir le jour. Tout le monde est favorable à ce moyen de transport, mais chacun le dispatche dans des sites différents. On parlera de la vision de la ville des candidats, l'urbanisation, les grands projets, ça c'est assez classique. On s'intéressera aussi aux finances de la ville. Grenoble est une des villes les plus endettées de France. C'est une situation qui date d'ailleurs de l'époque d'Alain Carignon, mais que ses successeurs n'ont pas réussi à résorber. Et ça impose des choix budgétaires et des priorités qui peuvent différer suivant les candidats. Et puis, dernier thème de ce débat, on abordera la sécurité publique. Vu de l'extérieur, Grenoble jouit d'une mauvaise image dans ce domaine. On l'a comparé parfois dans la presse nationale à un petit Chicago. Alors, on n'en est peut-être pas là quand on vit la réalité ici à Grenoble, mais on ne peut pas nier les problèmes d'insécurité, de délinquance, de trafic. Et chaque candidat, là aussi, a des positions assez marquées pour essayer de résoudre le problème. Merci beaucoup Thibault en duplex de Grenoble. Et vous l'avez dit, ce débat sera diffusé sur Public Sénat à 22h. On va maintenant voir ce qu'il y a à la une de vos quotidiens régionaux. C'est la revue de presse avec Quentin Calmet. Et Quentin, on commence avec la Voix du Nord. Voilà, une radiographie des candidatures dans le Nord et dans le Pas-de-Calais. C'est ce que vous pouvez lire aujourd'hui dans la Voix du Nord, où l'on apprend notamment, regardez, que sur les 54 000 candidats dans le Nord et dans le Pas-de-Calais, il y en a 821 qui se prénomment Philippe. Voilà. Mais plus sérieusement, il y a une question très intéressante. Sur la parité, on voit qu'il y a pas mal de femmes qui sont maires, même si ça reste une minorité dans les grandes villes, mais que ça se réduit au fur et à mesure que la ville est petite. Et on voit aussi la question de l'ancrage du Rassemblement national dans le Nord et dans le Pas-de-Calais, qui est notamment très fort dans le bassin minier, nous rappelle le journal. On continue avec Ouest France, des mesures pour faciliter le vote. Voilà, les mairies seront pleinement mobilisées pour garantir la sécurité des opérations de vote, nous dit le quotidien. Et la question de l'abstention va se poser bien sûr dimanche avec ce coronavirus.
À la une de la Provence, un titre, c'est chaud. Voilà, c'est chaud à lire dans le journal basé à Marseille. Martine Vassal, regardez, ils ont un sondage exclusif, nos partenaires de la Provence. Martine Vassal qui est donnée à 24% d'intention de vote au premier tour. Et Stéphane Ravier, le candidat RN, qui la talonne à 22%, donc juste derrière. En troisième position, le Printemps marseillais, cette coalition des partis de gauche et de mouvements citoyens. Et on le voit dans les pages intérieures que je vais vous montrer. Il y a aussi des sondages sur le second tour. Qu'est-ce qui pourrait se passer en cas de quadrangulaire, par exemple? Vous voyez, c'est sur le bas de l'écran. Les quadrangulaires, elles sont ici. Donc en cas de quadrangulaire, si 4 candidats se maintiennent ou si 3 candidats se maintiennent, c'est donc à lire aujourd'hui dans la Provence. Et c'est fini. Merci beaucoup Quentin pour cette revue de presse des quotidiens régionaux. On va maintenant voir les unes de vos titres respectifs. Nathalie Moret, en une du journal L'Alsace, le coronavirus et la débrouille, le système D pour faire garder les enfants. Oui, parce que Mulhouse est très touchée, tout le monde le sait, par le coronavirus et mes collègues de l'Alsace ont fait tout un travail sur la vie quotidienne dans la capitale alsacienne, une des 2 capitales. Et rapidement car il nous reste peu de temps, en une du Figaro, Yves, la crise du pétrole et le coronavirus qui bouleverse les marchés financiers et la lettre de l'expansion cette semaine titrée sur la dernière ligne droite avant les élections municipales. C'est la fin de cette émission. Merci beaucoup d'avoir été avec moi sur ce plateau. Demain, l'invité politique, c'est Pierre Persson, député La République En Marche de Paris. Et rendez-vous ce soir à 22h sur Public Sénat pour le grand débat entre les candidats à la mairie de Grenoble. Un débat qui s'annonce musclé entre le maire écologiste et Alain Carignon. Bonne journée sur Public Sénat. La presse quotidienne régionale et les télévisions locales vous ont présenté le Club des Territoires. La Mutuelle Nationale Territoriale, la mutuelle des agents des services publics locaux, vous a présenté le Club des Territoires. Engie, acteur engagé dans la transition zéro carbone des régions, vous a présenté le Club des Territoires.